Le cri de révolte des populations de Bamenda entendu par la presse cette semaine. Le titre qui barre la une de Cameroun Tribune exprime le ras-le-bol des habitants du chef-lieu de la région du Nord-Ouest, victimes une fois encore dimanche dernier de la lâcheté, mieux d'une attaque des bandits armés. Ce retour des barbares et cri mutation exaspère également les dignitaires musulmans selon la nouvelle expression, puisqu'il a causé la mort de 10 personnes, s'alarme alors le jour. Ces morts de trop, enregistrés lors de la fusillade survenue à Nacho Johnson, choquent profondément l'archevêque de Bamenda. Monseigneur Andrew Nkea est en effet allé exprimer sa compassion aux familles endeuillées, non sans appeler le gouvernement au secours. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. La première conférence semestrielle des gouverneurs des régions s'est en effet penchée sur la question, ainsi que sur le fléau grandissant de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, rapporte le quotidien national bilingue. Et tandis que se tenait cet important conclave à Yaoundé, un voile de tristesse a recouvert la ville de Maroua suite au décès du Lamido Yerima Bouba. Heureusement, en santé, les nouvelles semblent être plutôt rassurantes. À la faveur de la visite de travail en terre camerounaise de la directrice exécutive de ONU-SIDA, le pays, à travers la First Lady Chantal Biya, est félicité pour les actions menées dans la lutte contre la pandémie, souligne Éco-Santé et Cameroun Tribune, qui parle pour sa part d'un tableau d'honneur décerné à notre pays en matière de prévention et de prise en charge du sida au Cameroun. Le Cameroun qui peut enfin se réjouir sur le plan sportif avec ce cash sur la table accordé à la Fédération camerounaise de football. Son président annonçait cette semaine l'octroi de 3,7 milliards de francs CFA au titre des retombées de la Coupe du Monde 2022. Une somme d'argent qui servira essentiellement, d'après Mutation, à financer la construction des stades de proximité. La revue de presse se referme. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour compléter le relevé de presse de Laetitia Onana, appuyons-nous sur l'article de presse de la plateforme digitale Investir au Cameroun. En effet, sous la plume de Brice Mbodiam, le site d'information du magazine qui couvre au quotidien l'actualité dans le domaine de l'économie et de la gestion publique revient sur un fait important. Le port en eau profonde de Kribi, dans la région du sud du Cameroun, a vu débarquer le lundi 17 juillet une cargaison de résine importée depuis la Tunisie sous le régime de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette importation, indique le journal en ligne, est réalisée par une société spécialisée dans la production de peinture et autres matériaux de revêtement. Le régime commercial préférentiel de la ZLECAf est officiellement entré en vigueur le 1er janvier 2021. Ouvrant ainsi aux États du continent un marché intra-africain libéralisé d'un potentiel d'1,3 milliard de consommateurs. Ce fait d'actualité n'est pas anodin. Il donne aux invités de scène de presse ce soir d'évaluer les premiers pas de la ZLECAf du point de vue des avancées et des contraintes, évoquer le démantèlement progressif des tarifs douaniers, évidemment, de faire des projections sur la ZLECAf qui, par essence, se donne à voir comme étant une opportunité d'accélération de la croissance, l'industrialisation des pays, l'intégration économique, tout cela soutenu par l'ouverture plausible au marché des capitaux et à la consommation. Nos invités sur le plateau, c'est bien sûr Cham Etienne Bama. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alegambere. Merci d'être venu. Vous êtes le coordonnateur du secrétariat technique du sous-comité ad hoc chargé de faciliter la mise en œuvre de l'initiative du commerce guidée par la ZLECAf. Merci d'être là. Vous venez de Douala. C'est un plaisir pour scène de presse de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, Hermine Barga à Zambou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sévérin. Merci d'être là, expert consultant en politique commerciale et internationale. Vous êtes sorti de l'université de Lund, c'est dans quel pays? Suède. En Suède, voilà. Et la ZLECAf, ça marche bien? Oh, la ZLECAf, on le verra tout à l'heure. D'accord, merci d'être là. Tout à côté, au bout de la table, il y a Blaise Bébé Abon. Bonsoir. Merci, spécialiste de la coopération au développement. Merci d'être là également. Et enfin, Charles Sebounet, bonsoir. Bonsoir, Sévérin. Je rappelle que Charles Sebounet est chef de l'unité des affaires diplomatiques à la CRTV.
À vous, messieurs et dames, merci de prendre la peine de nous regarder. Nous avons parlé de la cargaison importée de résine, c'est-à-dire une substance, une matière qui est donc utilisée pour fabriquer les peintures, etc. L'opération de traitement de cette cargaison de résine revêt une importance décisive en ce que, dit-on, elle rentre dans le cadre de la phase de test, la mise en œuvre de la ZLECAf, dont le Cameroun est pays pilote avec d'autres États. Le 6 octobre 2022, l'administration douanière a délivré le tout premier certificat d'origine à un groupe d'initiatives communes appelé Afatex. Cette PME est la toute première entreprise camerounaise à exporter les marchandises vers le Ghana. C'est des safous, des ananas séchés et bien d'autres choses. Cela au tarif préférentiel de la ZLECAf. 9 mois après, la toute première cargaison de résine importée arrive. On est dans le timing, monsieur le coordonnateur. Oui, nous sommes dans le timing, dans la mesure où la phase pilote de la ZLECAf lancée le 7 octobre 2022 à Accra au Ghana était une phase pour tester 3 choses. Première des choses, tester l'environnement juridique de la zone de libre-échange continental africain. Deuxième élément, envoyer un message très fort de l'engagement des pays africains à libéraliser l'échange entre eux. Et troisième facteur, de démontrer que les échanges ont effectivement commencé. Cela dit, un délai spécifique n'a pas été donné aux États partis, mais il y avait des conditions préalables pour être éligible à la phase d'essai de l'implémentation de la ZLECAf. Il fallait avoir les mécanismes internes mis en place, c'est-à-dire qu'au niveau de frontières, quand une marchandise arrive, qu'il y ait une livre tarifaire dédiée à la ZLECAf où ces marchandises peuvent être évaluées. Deuxième des choses, que la loi de finances de ce pays ait pris en compte le schéma de démantèlement de la zone de libre-échange continental africain pour donner aux autorités douanières ce pouvoir d'exécution au niveau des frontières. Une fois cela dit, le Cameroun se montrait volontaire pour engager dans la phase test parce que tout était déjà mis en place. Et c'est pour cela que nous avons eu 7 autres pays qui se sont joints à l'initiative. Le secrétaire de la ZLECAf a voulu que ça soit une adhésion volontaire des pays, une fois que le mécanisme interne est mis en place, qu'un pays se déclare prêt à rejoindre les autres États partis dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc, la phase test est en cours. D'ici le 7 octobre 2023, il y aura le lancement de la deuxième phase où une vingtaine de pays vont se rejoindre aux 8 pays pour que l'initiative continue. Donc, 9 mois après, nous sommes dans les délais. Nous avons démontré. D'ailleurs, il faut voir les autres pays, notamment le Ghana et le Kenya, ils ont lancé leurs premiers essais il y a quelques semaines. Donc, nous suivons. Et nous suivons même d'une manière très grande parce qu'il faut dire ce conteneur est arrivé, mais il y a 23 autres conteneurs qui sont déjà en route au port de Douala. Cette opération, Madame Amourou, Madame Barga, finalement, c'est un test réussi? Bon, de prime abord, on ne peut pas encore évaluer, n'est-ce pas, la réussite, l'efficacité du test, mais ce qu'on va dire quand même, c'est que c'est un signal franchement positif, parce que, comme il a dit, c'était pour tester les instruments, n'est-ce pas, et puis les institutions. Je crois que c'est quand même un signe que les instruments fonctionnent bien pour accueillir, n'est-ce pas, la mise en œuvre de la ZLECAf. Mais d'autre part, c'est aussi pour essayer de tester l'implication du secteur privé, n'est-ce pas, dans cette mise en œuvre. Je crois qu'avec, de l'autre partie, une importation de cargaison, une exportation de cargaison, je crois que le gap reste encore très grand. Alors, c'est l'autosatisfaction, tout marche bien, semble-t-il? Oui, en fait, on ne peut pas dire que tout marche bien parce que, comme a dit Madame Marga, nous sommes dans une phase de test et la particularité des phases de test, c'est que tous les acteurs sont conscients du fait qu'il s'agit d'un test. Et en ce faisant, les acteurs se mettent en branle pour assurer que le test passe bien. Donc, je ne suis pas pessimiste, je suis juste prudent. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Est-ce qu'il y a eu quand même des choses qui vous ont paru un peu difficiles, qui annonçaient quelques flottements par la suite? Pour ce qui concerne, juste, je termine en disant, pour ce qui concerne cette cargaison qui est arrivée à l'initiative de l'entreprise Sinoda, je tiens à dire qu'il y a eu, parce qu'on attendait cette cargaison, parce que le transfert, le shipment se passe dans un contexte particulier. Tous les acteurs se sont mis à l'œuvre pour que
ce travail se passe bien. Là, on félicite. Mais maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut être capable de tester ce même mécanisme dans une condition ordinaire où le commerçant lambda ou bien l'importateur lambda engage des procédures d'approvisionnement venant d'un pays et que les lampes étatiques ne sont pas, n'est-ce pas, branchées sur cette opération. C'est là où on pourra dire qu'effectivement, l'opération se passe dans les meilleures conditions. Alors, je voulais poser justement une question sur les procédures administratives. Il est reconnu que l'administration dans nos pays africains est parfois lourde. Trop de papiers à remplir, beaucoup de choses à faire à la fois. Déjà, même quand on a un mécanisme comme la ZLECAf, pour que les pays déposent les instruments de ratification, parfois ça prend du temps. Et ça bloque l'avancée des initiatives. Est-ce que pour ce cas précis, on va dire que le Cameroun a quand même bougé, parce qu'on sait que parfois ça ne marche pas toujours très bien? Madame Marga. Je crois qu'il a essayé de répondre. Est-ce que le Cameroun a bougé? Je crois qu'il faut tester après, n'est-ce pas? Avec les opérateurs, l'implication vraiment des opérateurs. Il a dit qu'il y avait des projecteurs. On pourra évaluer avant, après. Donc on ne peut pas encore évaluer. C'est vrai, c'est déjà un pas. Ça montre quand même que les instruments sont en place. Ça montre quand même qu'il y a quand même le processus d'opérationnalisation qui est en place. Et je dis, c'est à féliciter. Mais est-ce que... On ne vient pas vous dire, écoutez, vraiment votre affaire là, vous commencez, c'est comme ça, les initiatives, et puis après ça commence, ça va s'arrêter. Les gens ne viennent pas avec ces intentions là, peut-être pas pour décourager, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore n'ont pas pris la pleine mesure de ce qui est prévu. Oui, monsieur Alegambele, il faut dire, je voulais répondre à mon co-panéliste, monsieur Abon, pour dire que le Cameroun a une expérience en matière de démantèlement tarifaire. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est beaucoup de problèmes aussi, hein. Oui, mais pour dire que les institutions camerounaises ont déjà eu à faire ce genre d'exercice. Donc pour nous, la mise en œuvre de la ZLECAf n'était qu'une continuité de ce que nous avons eu à faire dans le cadre des APE. Mais maintenant, la différence est à quel niveau? Au niveau de la ZLECAf, la mise en place, l'architecture institutionnelle commence par l'Union africaine, descend au niveau des États partis. Et vous parlez tout à l'heure du coordinateur du sous-comité ad hoc. Le sous-comité ad hoc est une première. Pour suivre, si vous regardez les missions assignées au sous-comité ad hoc, c'est suivre tous les mouvements de marchandises à travers les frontières dans le cadre de la ZLECAf. Et c'est ce qui s'est passé avec cette cargaison. Une fois que ça quitte le pays d'origine, nous sommes signalés par le point focal aussi du sous-comité ad hoc en Tunisie et le secrétariat de la ZLECAf, qui suit la mise en œuvre de la ZLECAf. Nous avons donc reçu ces 2 copies de certificats d'origine, envoyées par la Tunisie et envoyées par le secrétariat. Le même mécanisme va fonctionner comme ça quand les marchandises seront... Ça va fonctionner parce que ces institutions sont de manière permanente. Et la meilleure des choses, c'est que quoi? Nous n'avons pas pris des institutions qui sont au niveau politique, mais au niveau opérationnel et à la frontière. Il est impossible qu'une cargaison entre au Cameroun dans le cadre de la ZLECAf, que nous ne soyons pas informés. Parce que tous les mécanismes ont été mis en place pour qu'au niveau des frontières, une fois d'ailleurs, avant même que ça n'arrive, comme M. Abon a dit tout à l'heure, nous avons le signal. Parce qu'à la fin, il faut capter les données statistiques sur ce que l'Afrique commerce véritablement entre elles. Et pour que à la fin de chaque année, nous pouvons publier que le Cameroun, dans le cadre de la ZLECAf, a échangé avec la Tunisie ou un pays X ou Y. Voici la quantité. Et aller même plus loin, parce que beaucoup de gens se posent la question, on importe seulement. Pourquoi pas exporter? Aller même plus loin de dire, les importations en elles-mêmes ne sont pas une mauvaise chose, dès lors que ça participe aux chaînes de valeur. Parce qu'un pays ne peut pas produire tout ce que il doit consommer. Il faut sous-traiter avec les autres. Il faut essayer de partager son espace commercial avec les autres. Donc, c'est ce que recherche la ZLECAf pour dire que la ZLECAf a mis en place des institutions qui veillent, qui suivent, qui accompagnent et qui a pour objectif que ça réussisse. Charles Sebouné, l'enjeu de fond, c'est de produire plus que par le passé. Il faut irriguer les marchés africains, produire pour l'Afrique, consommer africain aussi. Alors, les premiers pas de la ZLECAf, je rappelle aux téléspectateurs que vous étiez déjà là au début de l'année, quand nous avons fait une autre émission, toujours sur la ZLECAf. Les premiers pas de la ZLECAf, tels que vous observez, on est vers cet objectif-là? Tout à fait. Lorsque, en assistant à plusieurs réunions, ou bien en regardant le journal, ou bien en suivant presque tout ce que les décideurs en Afrique aujourd'hui parlent, il n'y a aucune réunion
en Afrique stratégique où la question de la zone de libre-échange n'est pas évoquée. Je sors du Ghana où il y avait les assemblées générales de la Afri-Exim-Bank. Tout le monde, y compris Dangote, y compris Tony Elumelu, y compris les chefs de l'État, tout le monde en parlait. Lorsque vous sortez de la réunion des présidents des assemblées nationales du Commonwealth Zone Afrique qui viennent de se dérouler ici à Yaoundé, c'est la question principale. Donc, au niveau de l'engagement politique, il est extrêmement discuté chaque jour, raison pour laquelle la phase test de cette opération est une réussite d'un point de vue analytique. Parce qu'il faut réussir cette étape, tester les institutions qu'on a mises en place pour opérationnaliser la zone de libre-échange intercontinental. Donc, dans cette perspective, je pense qu'on a réussi. Mais, ce que je pouvais dire, il y a beaucoup de choses à faire. Et la première chose à faire, c'est un déblocage. Il faut débloquer beaucoup de choses. Et comme quoi, par exemple? Et je pense que le premier déblocage que nous devons faire en Afrique pour que ça réussisse vraiment, c'est ce que j'appelle la mobilité. Parce que, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'homme noir le plus riche de la planète, et qui est africain, et qui vient d'ailleurs du marché le plus peuplé de l'Afrique, le Nigeria, Aliko Dangote, qui estime que pour lui, pour faire marcher les business en Afrique, il est inconcevable et même irrecevable, si je veux utiliser le terme juridique que les Camerounais connaissent très bien, qui se déplace du Nigeria pour venir au Cameroun, on lui demande un visa. Et qui doit partir du Nigeria pour aller en Afrique du Sud, on lui demande un visa. Or, il y a un Canadien qui sort du Canada, qui vient en Afrique du Sud, qui vient du Cameroun, on ne lui demande pas de visa. Je pense que la question du transport ou bien de la mobilité intra-africaine, doit être étroitement lié avec le commerce ou bien le nouvel environnement économique que nous voulons implémenter sur le continent et qui est l'un des facteurs ou bien l'une des priorités phares de l'Union africaine d'ici 2063. Donc je pense que la phase test, 7 pays, y compris le Cameroun, le Ghana a réussi, le Kenya a réussi, le Cameroun a réussi, le peu que je connais. Mais maintenant, il a évoqué quelque chose de très important, c'est-à-dire dématérialiser tout le système. Et je pense que le système de paiement en ligne qui vient également être effectué par le secrétariat au Ghana, j'y étais au secrétariat, ça fait pratiquement 3 semaines. Je pense que lorsque nous avons réussi ce démantèlement virtuel, que je pense que beaucoup des économies dans le monde aujourd'hui tendent vers, nous aurions résolu beaucoup de problèmes. Et je finis par lever un critique que les Africains se font souvent. Et d'ailleurs, vous avez évoqué qu'il y a beaucoup de tracasseries administratives, beaucoup de documents à finir. Non, c'est vrai. Si vous voulez voir un pays, il faut beaucoup de documents à signer. Il faut peut-être aller au Japon. Parce que quand j'étais au Japon, pour acheter simplement un téléphone, il faut remplir au moins 100 documents. Il est essentiel que le secteur privé, je l'ai entendu tout à l'heure, l'un de vous l'a dit, le secteur privé participe efficacement au processus de mise en œuvre de la ZLECAf. Et cela avec l'appui actif du gouvernement, bien sûr, parce que si le gouvernement ne met pas les conditions qu'il faut, ce n'est pas facile pour le secteur privé. Alors, au Cameroun, quels ont été jusque-là ce que vous avez semblé percevoir comme obstacle à la participation du secteur privé? La phase test s'est bien passée, les gens se sont manifestés, mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'obstacle? Est-ce qu'il n'y a pas eu de crainte, d'angoisse exprimée de part et d'autre? Oui, dire qu'il n'y a pas d'obstacle, ça ne serait pas une question d'humanité. C'est-à-dire que ça ne relevait pas de notre planète. Mais il faut dire, l'État ne fait pas les affaires. Ça, nous devons le mettre en tête. L'État ne fait pas les affaires. Mais l'État facilite un environnement propice à l'épanouissement du secteur privé. Alors, jusqu'à aujourd'hui, au niveau du sous-comité ad hoc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mené d'abord un recensement
de 283 entreprises sur nos bases de données. Soit une entreprise qui a déjà eu à exporter une fois depuis 5 ans, soit une entreprise qui a ses produits dans les surfaces, au moins qu'on juge que c'est acceptable, que ce produit peut traverser les frontières. Et il y a une première descente qui a été opérée auprès de 83 entreprises. Nous avons sorti les statistiques sur ces entreprises pour voir l'âge de l'entreprise, pour voir le promoteur de l'entreprise, c'est une femme, c'est un homme, c'est un jeune. Toutes ces données statistiques nous ont permis d'avoir une idée de comment est-ce que nous pouvons approcher le secteur privé. À travers les formations que nous avons également organisées en décembre l'année dernière, dans le cadre de la ZLECAf, nous avons écouté le secteur privé pour comprendre leurs attentes vis-à-vis des autorités. Parce qu'en tant que sous-comité ad hoc, nous faisons partie d'un comité interministériel qui est placé sur l'autorité du ministre du Commerce. Et quand nous menons ces activités, nous lui rendons compte pour qu'ils portent au niveau gouvernemental. Nous avons suivi beaucoup de problèmes, le problème de financement du secteur privé, les garanties demandées par les banques, le problème de connectivité, le problème de tracasserie routière pour acheminer une marchandise, par exemple au Nigeria, le nombre de contrôles sur les corridors. C'est une question qui est connue. Il y a des missions chapeautées même par la présidente de la République qui ont fait les corridors où les rapports étaient rendus. Donc ce problème présenté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que le secteur privé se renferme pour dire nous n'allons plus faire le commerce parce qu'il y a assez de difficultés? Non. La voie maritime, qui est la voie la plus prisée pour le commerce extérieur, est une voie la plus facile et la plus simple parce qu'en mer, il n'y a pas de contrôle. Donc, et les procédures douanières, vous avez parlé de papier aujourd'hui. Je vous dis, au port de Kribi, je ne fais pas la publicité pour sortir une marchandise, ça vous prend maximum 72 heures. Vous ne rencontrez, il n'y a pas de contact de personne. Vous traitez tout en ligne. Et c'est ce que c'est chargé à faire. Donc, maintenant, quelle est la voie à suivre avec le secteur privé au niveau national, sous-régional et continental? Vous regardez, le Cameroun a un code à l'incitation de l'investissement privé que nous, ensemble avec les autres parties prenantes, notamment l'APME et l'Agence de promotion des investissements, nous portons à l'attention du public les dispositions juridiques qui sont à leur disposition dans cet arsenal au niveau national. Et en plus, nous invitons régulièrement les ministères qui pilotent le programme d'accompagnement du secteur privé pour mettre à la disposition des acteurs privés ces informations. Au niveau régional, nous avons des partenaires de développement qui font des interventions ciblées au niveau de l'appui du secteur privé quant à la participation au commerce intra-africain. Je vais citer aujourd'hui Afreximbank qui a mis en place un fonds d'ajustement à hauteur de 10 milliards de dollars pour soutenir le secteur privé dans leur participation dans le cadre de la ZLECAf. Ce n'est pas seulement eux, il y a également le PNUD qui a lancé des programmes d'accompagnement du secteur privé en matière de financement, parce que tout le monde est conscient que si on ne finance pas le secteur privé, il y aura des échanges, mais ça ne sera pas... Il faudrait que l'information circule quand même. Effectivement. Parce que... Non, l'information circule. Je vous ai d'ailleurs parlé de séminaires que nous organisons. Madame Baraga, qui est ici, est l'un de nos experts retenus dans le cadre de nos sensibilisations. L'information, nous mettons à leur disposition et nous sommes en contact permanent avec tous ces parties prenantes. D'ailleurs, au niveau du Conseil national de chargeurs du Cameroun, qui accompagne le secteur privé dans leurs opérations du commerce, nous avons signé une convention avec Afreximbank quant à la collecte de données sur les entreprises pour voir des domaines d'intervention où ces partenaires peuvent intervenir pour les appuyer dans le cadre de leurs opérations du commerce extérieur. Oui, Charles, tout à l'heure. Le secteur privé vous semble partant? Au-delà des problèmes qu'il pose, hein, est-ce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais juste revenir à la suite du propos du coordonnateur. Je voulais dire qu'il faut comprendre d'emblée, depuis la nuit des temps, la logique qui gouverne les accords commerciaux entre les États découle des intérêts économiques que portent les opérateurs économiques. Il a si bien dit, les États ne commercent pas, sauf pour des marchés dits spéciaux, des approvisionnements spéciaux, où les États ont des contrats qui rentrent dans les zones de défense, de souveraineté. Les États ne commercent pas. La consommation stratégique. Ça veut dire que, exactement, ça veut dire que lorsqu'un État se retrouve sur la table des négociations, à l'effet d'arriver à un démantèlement des tarifs ou bien à des accords spéciaux, ces États sont motivés par les intérêts primaires des opérateurs économiques
qui font usage de ces accords différents pays. pour fructifier la production. Mais le premier bémol que j'ai souvent relevé dans le processus de négociation, surtout en ce qui concerne la ZLECAf, ce n'est pas différent pour les autres accords, les APE par exemple, c'est que très souvent, ce sont des partenaires au développement qui financent même les assises nationales visant à collecter les informations. Ça veut dire que lorsqu'on engage des pourparlers, on n'a pas derrière nous directement et au premier plan des opérateurs économiques qui sont censés être les premiers bénéficiaires de ce processus. Je peux vous dire que pour le Nigeria... C'est aussi une question de moyens, de financement, de volonté. Je pense plutôt que c'est une question de stratégie. Ce n'est pas vraiment la négligence. C'est que la stratégie n'est pas visée de loin. Je prends le cas du Nigeria. L'une des principales raisons pour laquelle le Nigeria a eu de grandes réticences par rapport à la zone de libre-échange vient du fait que la grande communauté économique du Nigeria ne voyait pas en quoi est-ce que cet accord continental sera bénéfique au commerce interne, au grand marché, à la production nigériane. Et vous savez que, pourquoi? Parce que derrière la tête aussi, le Nigeria se disait que la ZLECAf peut être un outil utilisé par d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, pour pénétrer le continent. Donc, au-delà même de ce que fait les autorités publiques dans ce domaine, il faut qu'on intègre que dès lors qu'on engage des discussions économiques, commerciales avec des partenaires étrangers, la première chose qui doit primer, c'est la stratégie nationale qui repose sur la capacité à produire davantage. Je ne suis pas adepte. Il y a eu un discours officiel à un moment donné où il fallait dire ZLECAf d'accord, mais il faudrait améliorer l'offre au Cameroun. Il faudrait revoir comment rentabiliser notre entier à la ZLECAf. En amont, il fallait relancer les grandes filières d'exploitation telles que le cacao, le café. Est-ce que, Madame Barga, cette question-là a été réglée? Nous parlons du secteur privé. Est-ce que cette question-là a été réglée déjà? Nous y sommes. Nous n'avons rien contre la phase tête. Si c'est bien passé, rassurez-vous, monsieur le coordonnateur, ça s'est bien passé. Je préfère rebondir sur la participation du secteur privé. Ah. Parce que franchement, ça m'interpelle aussi. C'est vrai que monsieur Cham a dit tout à l'heure, je félicite d'ailleurs le CNCC, il faut le dire, depuis cette initiative, ils font quand même beaucoup d'efforts, d'organiser beaucoup de réunions, d'accord, par rapport, peut-être, je ne veux pas entrer dans une analyse comparative avec les institutions étatiques, mais je vais dire, je félicite le CNCC. Mais il faut dire d'emblée, le taux de sensibilisation, ça reste très faible. Parce qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a une base de données, n'est-ce pas, des opérateurs qui ont envie d'exporter, opérateurs effectifs et opérateurs potentiels? Moi, je ne le pense pas. Tout à l'heure, il a dit, on essaye quand même d'aller faire des bases de données, de racoler comme ça, et de voir... Alors, quand vous participez même à des séminaires de renforcement de... Pas racoler. Non, je n'ai pas dit racoler, excusez-moi le thème, s'il vous plaît. Au sous-comité ad hoc, les principaux syndicats du secteur privé sont représentés. Ah, ça c'est clair. Ils sont représentés. Ouais. C'est-à-dire leur voix les syndicalistes. Non, c'est-à-dire le patronat. Les principaux organes du Cameroun sont représentés. En fait, je ne parle pas du CNCC particulièrement. Et nous travaillons avec leur base de données. Ça c'est clair. C'est ça. Nous travaillons avec leur base de données. Même la Chambre de commerce, nous travaillons avec leur base de données. Je ne pense pas que si un patronat a 80% de l'économie et qu'il n'y a pas quelqu'un dedans, la personne devient plus importante que les 80%. Vous laissez Madame Barga continuer. Est-ce qu'on peut me laisser continuer? Moi, je déplore le fait, tout à l'heure, dans tous mes propos, je veux parler de sensibilisation. Parce que c'est le cœur, n'est-ce pas, d'un décollage, d'une réussite d'une stratégie. On l'a vu au Nigeria, c'est les gars qui sensibilisent à tous les coups. C'est-à-dire, ils sont toujours en train d'informer à tous les niveaux, au niveau des universités. Et d'ailleurs, il y a eu un programme des Nations Unies qui a permis au Rwanda d'aller sensibiliser, de faire une caravane ZLECAf au sein des universités, parmi lesquelles au Cameroun. Malheureusement, des Nations Unies. Voilà. Je ne vous coupe pas. Je voulais juste relever que ce sont les Nations Unies qui financent, je venais de parler des partenaires au développement, qui financent les initiatives de sensibilisation. C'est un problème. J'en viens. En fait, ce que je veux déplorer, c'est que voilà les pays de l'Afrique de l'Est quand même, qui ont eu des bons projets, qui sont à sensibiliser,
qui sont encouragés, j'allais dire. Donc le problème, c'est un problème de sensibilisation. Moi, j'interviens quelque part où je donne cours, où mes collègues ne sont pas informés sur l'existence de la ZLECAf, où les étudiants ne sont pas informés sur l'existence de la ZLECAf. Ça veut dire le lieu par excellence où il faut commencer la sensibilisation, par exemple sur le milieu universitaire, parce que ça participe, la recherche, n'est-ce pas, au premier maillon de la chaîne de valeur, la recherche et l'innovation. Alors, s'ils ne sont pas sensibilisés, où est-ce qu'on va? Alors, c'est vrai, il a dit, on sensibilise au niveau du CNCC, on sensibilise au niveau de la Chambre de commerce, ça c'est à Douala, mais je veux mettre les téléspectateurs au défi. Ils nous diront, il y aura un retour sûrement, combien de personnes sont sensibilisées. C'est déjà bon ce qui est fait, Madame mais je veux dire, le taux de sensibilisation... à l'heure où nous parlons, oui, il y a un travail de sensibilisation au niveau de la zone de 3 frontières, à Kiosi. Toute une semaine, food truck. Il y a une délégation là-bas qui est en train de sensibiliser sur la ZLECAf. Il y a quelques semaines, c'était à Garoua au Nord. Si vous suivez l'actualité, vous serez informés. En début d'année, nous avons fait à ECOC. Nous avons organisé une séance de sensibilisation des agences à la frontière du Cameroun et le Nigeria. Il faut savoir que nous avons un calendrier d'activités où nous avons énuméré les priorités. Parce que pour manque de moyens, il ne faut pas quand même se disperser. Les premiers acteurs sont les opérateurs économiques. Il faut commencer par eux. Au milieu universitaire, le 24 mai, j'étais à l'université de Douala lors de la célébration de la journée africaine pour sensibiliser les étudiants sur la question de la ZLECAf. Et je ne vous dis pas, il y a un certain nombre qui sont derrière moi pour faire leur thèse de doctorat sur la question de la ZLECAf. Okay. C'est un travail qui est fait sur le terrain. Peut-être nous ne communiquons pas à ça. Et surtout, le thème de cette année, c'était l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, le thème de la journée africaine. Donc, les sensibilisations se font à plusieurs niveaux, mais nos moyens ne nous permettent pas d'être omniprésents à l'université, au niveau des frontières. Mais nous nous sommes dit, les premiers acteurs de la mise en œuvre, c'est les agences à la frontière. Il ne faudrait pas qu'un chargeur arrive avec sa marchandise au niveau des frontières et que ceux qui sont appelés à implémenter la ZLECAf ne sont même pas au courant de la ZLECAF. Okay. On va laisser Mme Barga continuer. Elle n'a pas beaucoup parlé depuis qu'on a commencé. Okay. En fait, j'insiste encore sur le taux de sensibilisation qui est à améliorer. Et je salue d'ailleurs ce qui est fait, je l'ai dit à l'entame de mon propos, au niveau du CNCC. Mais je dis encore, il faut encore essayer d'aller chercher les opérateurs effectifs, aller chercher les opérateurs potentiels qui sont plus nombreux que les opérateurs effectifs. Où est-ce qu'on va les trouver? Je crois qu'il faut faire des analyses là-dessus. Et puis aller aussi essayer de recueillir leurs besoins et de les faire participer quand même aussi aux consultations pour voir ce qui se passe. C'est vrai que c'est fait, tu vas me dire ça. Mais en fait, c'est mon propos. Alors, accentuer la sensibilisation, impliquer plus d'acteurs, les acteurs potentiels qui ne sont même pas au courant des accords préférentiels existants. Et je crois que ça peut quand même amener à améliorer les résultats. Okay. C'est vrai, je pense que s'agissant du secteur privé, je pense qu'il y a 4 ou 5 problèmes à relever et à trouver les solutions rapidement. D'abord, la question de l'information et une information de qualité. Je comprends Madame Barga. Peut-être que lorsqu'elle prend son téléphone le matin, Facebook, Twitter, YouTube, tout est discuté sauf la ZLECAf, au sein de la jeunesse qui est la majorité de la population. C'est-à-dire, il y a les questions sur le football, il y a les questions sur le volleyball, il y a les questions sur les élections. Mais Charles, vous n'êtes pas sûr que la jeunesse est concernée par la ZLECAf? J'arrive. On a dit au premier chef, c'est les opérateurs économiques. Non, mais écoutez, j'arrive. 44 il faut prioriser millions, aussi le travail. J'arrive. 44 millions des entreprises, petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Lorsque vous faites une analyse finale, les startups ne sont pas gérés par les vieux. Et c'est ces startups qui, d'ici 10 ans, doivent être les principaux acteurs de l'économie de la ZLECAf. Nous voulons, nous ne voulons pas. Donc la question de l'information de qualité, il faut l'évacuer avec les sensibilisations et cibler les potentiels. Les personnes qui doivent avoir cette information. D'abord, ceux qui décident. 2, c'est ceux qui sont concernés. Et 3, ceux qui seront obligés ou bien sont obligés de commencer dans ce système. Deuxième chose, c'est la qualité des produits que nous voulons que ce soit dans ce nouveau environnement économique. Et je l'ai dit dès la première émission
en janvier. Lorsqu'on parle du commerce continental africain, c'est la compétition. Et celui qui parle de la compétition doit parler de la qualité. Et si les produits camerounais ne remplissent pas les conditions de la qualité, des standards internationaux africains, je ne parle pas européens, seront simplement mis à côté. Troisième problème que nous devons évacuer avec rapidité, c'est une question d'appropriation. Et c'est là où je viens, quand il évoque qui finance les campagnes de sensibilisation. C'est parce que peut-être l'Union européenne, c'est parce que peut-être le Royaume-Uni, les États-Unis ont déjà fait les études, ont déjà vu ce que les pays et les organismes gagneront en faisant le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Et puis ils financent donc. Et ils financent. Or, les manières de l'économie africaine, les Dangote, les Patrick Moussepe, les Tony Elumelu, les Fotso, les Dampulo, c'est eux qui doivent financer ces campagnes à l'université de Boya, à l'université de Bamenda, à l'université de Douala. Parce que, comme nous n'avons pas intégré ça, nous n'avons pas fait l'appropriation, nous ne voyons pas l'intérêt économique qui va découler avec le ZLECAf. Et c'est pour ça que l'engagement politique doit être accompagné par l'intérêt économique. Finalement, la question que nous devons évoquer, et moi je pense, ce qui concerne le Cameroun, c'est au niveau des entreprises camerounaises. C'est-à-dire une société qui n'a pas un fort patronat économique, qui doit représenter une seule voix, comme MEDEF. Il ne faut pas qu'on se lève un matin, dans le cadre de l'implémentation de la ZLECAf au Cameroun, on a MECAM qui dit non, le lendemain JICAM dit oui. Vous partez à Charles, ils vont s'entendre, hein? Oui. Non, je dis simplement, un problème qui sera évacué. Une économie qui est un secteur privé qui a plusieurs voix au niveau de la prise de décision avec les leaders, c'est-à-dire il doit avoir une vision qu'il doit présenter à l'État, parce qu'à l'étranger, c'est l'État qui va dire voici ce que le Cameroun pense. Et ce que le Cameroun pense, c'est la vision économique des entreprises camerounaises, comme Blaise a dit. Au moment où nous n'avons pas la position claire des entreprises camerounaises sous la ZLECAf, nous allons dans les rangs dispersés et nous n'allons pas tirer l'avantage, l'essentiel de cette économie. Je ne voulais pas qu'on regarde les partenaires au développement comme... non, je voulais évacuer. Permettez-moi, si vous permettez. Laissez-il a la parole, Charles. S'il vous plaît. Laissez qu'il a la parole. Je sais là où je vais aller. Nous ne regardons pas les partenaires au développement comme les ennemis. Tout ce que nous disons est que si les Nations Unies viennent avec leur apport, nous devons également voir l'apport de nos institutions. C'est tout. D'accord. Monsieur Alegambele, je voulais dire, les partenaires de développement ne viennent pas de l'espace. Le Cameroun a une stratégie nationale de développement 2030. Quand un partenaire de développement vient, il regarde dans le blueprint de l'État. Ça, c'est aussi les relations que les États partagent. Il regarde dans la stratégie nationale de développement du pays les points d'entrée où ils peuvent intervenir. Vous comprenez, même quand vous prenez la loi de finances du Cameroun, il y a une partie réservée à la coopération. Financement des partenaires. Et quand vous rentrez dans la stratégie de développement, c'est là où les partenaires viennent, ils prennent le document, ils étudient, ils disent nous allons intervenir dans tel ou tel domaine. Le financement des partenaires de développement vient parce qu'ils ont beaucoup longtemps souhaité que l'Afrique, un vaste marché qui peut concurrencer la Chine et l'Inde, devienne un cadre juridique unique. Qu'un camionneur qui quitte le Caire pour l'Afrique du Sud n'aille pas à remplir 30... Vous avez dit concurrencer la Chine, vous n'avez pas dit concurrencer les États-Unis. Même les États-Unis concurrencent l'Union européenne. Que le camionneur qui quitte avec une marchandise du Caire, qui traverse 25 pays, n'ait pas à remplir 25 papiers parce qu'il traverse 23 territoires où il y a de différentes lois appliquées. Dès lors qu'on a un régime unique pour 54,
États membres de l'Union africaine aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a appelé l'ouverture d'un vaste marché. Ça veut dire un investisseur qui s'implante au Cameroun et qui a une filiale au Kenya n'aura plus à remplir les conditions d'entrer sur le marché kenyan dès lors que sa production est basée au Cameroun. Et quand les partenaires au développement entrent, première des choses, ils entrent parce qu'ils ont vu un intérêt qui s'aligne à leur politique, de la vision globale du monde. Parce qu'il faut le dire, nous sommes un village planétaire. Si on laisse la famine au Cameroun, vous voyez la migration aujourd'hui. Les gens qui passent par la Colombie pour arriver aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est une question de développement. Il faut qu'ils interviennent dans les pays où ces gens viennent pour leur donner la possibilité de rester vivre chez eux. Donc l'intervention des partenaires au développement, c'est quelque chose de bien, surtout lorsqu'elle est canalisée pour atteindre les objectifs de développement de ces pays. Je vais pas peut-être la migration clandestine. J'ai fini en disant que pour atteindre les objectifs définis par ce pays, et non définis par les autres pays. Je vais vous inviter à revenir... d'abord nos priorités. Charles, j'ai la parole. Je vais vous inviter à revenir sur la cérémonie qui s'est déroulée à Kribi, donc la réception de cette cargaison de résine. Nous allons donner la parole à quelques acteurs qui étaient présents parce que nous disons nous sommes dans une phase test réussie et donc on va les écouter. Être présent aujourd'hui à cette cérémonie historique, je dis bien historique, je pèse mes mots, qui donne le coup d'envoi de la première opération d'exportation pour la Tunisie. Et ce n'est pas un hasard que ce soit le Cameroun qui accueille cette cargaison. Donc je suis particulièrement fier et j'espère que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin et qu'il y aura une cargaison de retour de produits camerounais en Tunisie sur cette même lancée de l'initiative de commerce guidé qui est un projet pilote pour tester justement la fiabilité au niveau des mécanismes, au niveau portuaire et au niveau douanier. Et je pense qu'aujourd'hui nous pouvons dire que ça a été un examen de passage brillamment réussi par toutes les autorités, aussi bien le gouvernement que les autorités portuaires, que la douane, pour mener à bien cette première opération. Et je le dis, je suis vraiment très ému que la Tunisie et le Cameroun soient associés pour cette première opération dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La mise en œuvre de la libéralisation des échanges passe nécessairement par la suppression des barrières tarifaires. Et dans le communiqué officiel du port autonome de Kribi que nous avons parcouru, il est précisé que le déchargement et la cargaison de résine sonne le début au Cameroun du démantèlement tarifaire, un démantèlement qui est progressif, ou si vous voulez, la baisse des tarifs douaniers sur un produit admis sous le régime de la ZLECAf. Je voudrais qu'on parle de ce régime. Peut-être que nous sommes restés plus aériens tout à l'heure, parlant des opérateurs économiques. Ils sont tous dans une masse. Mais vous savez qu'à l'intérieur, que ce soit l'État, que ce soit vous, il y a une catégorisation des opérateurs économiques. Il y a ceux qui sont puissants, ceux qui sont moyennement puissants, ceux qui sont des petits opérateurs économiques. Alors, quand on parle de régime de la ZLECAf, régime préférentiel de la ZLECAf, c'est pour qui? Pour les puissants, les moins nantis, ceux qui sont au milieu. Michel Gambéré, la ZLECAf est pour tout le monde. Que ce soit les plus puissants, multinationales, les moins et les plus petits. Lorsque vous regardez deux aspects, le démantèlement tarifaire dans le cadre de la ZLECAf, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les PME qui font dans le textile et artisanat, leur intérêt est représenté. Deuxième chose, c'est les règles d'origine. La preuve de l'origine d'une marchandise dans le cadre de la ZLECAf, je dis sur le continent, c'est du jamais vu. Parce qu'au lieu de s'attarder sur le certificat d'origine, la ZLECAf a décidé de contextualiser la preuve de l'origine sur le continent. Dans la mesure où, en dehors du certificat d'origine, un commerçant qui achète 10 sacs de maïs, je dis n'importe quoi, à Bafoussam, qui va vendre au Nigeria, il suffit qu'il monte sa facture commerciale à la frontière des coques
pour que sa marchandise soit prise en compte dans le cadre de la ZLECAf. Parce que les négociateurs ont compris que pour avoir le certificat d'origine, il y a un processus. Qu'en est-il de plus petit? Donc on leur donne la latitude. Les petits qui se feront écraser davantage. D'avoir juste la facture qui lui est délivrée par le fournisseur au marché central de Bafoussam, je dis n'importe quoi, de voyager avec cette facture, aller monter à la frontière et que sa marchandise soit évaluée dans le cadre de la ZLECAf. Donc c'est pour vous dire que les plus petits ont leur mot à dire. Il y a même, les négociateurs sont allés plus loin en disant que vous pouvez même vous-même déclarer l'origine de votre marchandise. Il y a un formulaire. Et on vous croit sur cette déclaration. Effectivement. Alors, les règles d'origine, où est-ce qu'on en est? Bon, avant de revenir aux règles d'origine, j'aimerais déjà qu'on éclaire, n'est-ce pas, la lanterne des opérateurs sur ce qu'est l'accord préférentiel. C'est vrai qu'on en parle. En fait, au niveau de l'OMC déjà, il faut retenir que les accords préférentiels trouvent leur source dans les accords de l'OMC. Ça veut dire les pays membres de l'OMC qui sont appelés à commercer doivent faire ce qu'on appelle la non-discrimination. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas discriminer entre eux parce qu'ils sont les membres de l'OMC. Alors, il y a des dérogations qui sont quand même faites et l'OMC va quand même permettre, n'est-ce pas, à certains pays de pouvoir déroger à cette règle-là de la non-discrimination. Alors ça s'est passé comment? À travers l'article 24 du GATT de 1994 qui va autoriser les pays, n'est-ce pas, à mettre en place des zones de libre-échange ou encore des unions douanières. De l'autre côté, une dérogation, c'est ce qu'on va appeler le système de préférence généralisée, n'est-ce pas, qui va permettre aux pays développés de donner des dérogations tarifaires non réciproques aux pays en développement. Mais pourvu que si cela est donné, que ce soit à tous les pays qui ont le même niveau de développement. Voilà déjà. Et pour le cas de la ZLECAf? Pour le cas de la ZLECAf. Pour le commerçant de Ngelmendouga, le commerce préférentiel, c'est quoi? Okay. Ça lui apporte quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? On lui dit, vous ne pouvez plus seulement vendre au Cameroun, vous pouvez maintenant aller au marché au Gabon parce qu'il n'y a plus trop de contrôle, mais aller vendre au Gabon, qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je ne vendrais pas essentiellement au Cameroun? Ouais, enfin, je suis en train de allez-y, Madame Barra. J'en reviens. En fait, pour le cas de la ZLECAf, comme on l'a dit tantôt, c'est une dérogation, c'est l'article 24 toujours. Ça veut dire la ZLECAf ou la zone de libre-échange ne date pas d'aujourd'hui. On en dénombre plus de 500 zones de libre-échange dans le monde. Il faut d'abord préciser ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a signé une zone de libre-échange au sein des pays africains qu'on va croire que c'est nouveau. C'est pas nouveau. Non, le fait c'est que c'est un grand marché. Oui, c'est un grand marché. C'est ça qui fait peur. Est-ce que les Africains, les connaissant, c'est pas nouveau. Je vais aller petit à petit pour qu'on comprenne, pour essayer de démystifier ça. Enfin, la zone de libre-échange, on en a aussi en Afrique. La CEAC, c'est une zone de libre-échange. La CEDEAO, on a commencé par une zone de libre-échange. Justement, les opérateurs économiques vous disent qu'on ne sent pas ça. Pourquoi est-ce qu'on va le ressentir au niveau africain? C'est autant de blocage. Si nous sommes là encore, c'est aussi, ça participe à la sensibilisation de ces opérateurs. Donc, en fait, la zone de libre-échange, tout simplement, c'est quoi? C'est que les pays ont décidé, n'est-ce pas, d'enlever les barrières tarifaires entre eux et aussi les barrières non tarifaires. Les barrières tarifaires font référence à quoi? Aux droits de douane précisément, mais aussi des barrières non tarifaires. Ça veut dire que ces pays ont décidé d'avoir une politique commerciale, on va dire, un peu commune. Mais sauf qu'il y a un autre niveau qu'on va appeler l'union douanière, qui est déjà une zone de libre-échange, mais plus un tarif extérieur commun. On va prendre ça, c'est un peu le cas, n'est-ce pas, de la CEMAC, aussi le cas de la CEDEAO. Donc ça veut dire, le cas de la zone de libre-échange, tout simplement, on n'a pas encore un tarif extérieur commun. Donc ça veut dire les pays décident de mettre en place un marché unique, n'est-ce pas, où tous les obstacles sont prioritairement enlevés. Alors, si on voit ça dans ce sens, je crois que ça interpelle déjà les opérateurs, de dire, OK, ça veut dire que si je suis à Douala et que je peux croire qu'en allant au nord vendre ma marchandise, c'est qui est sûr, j'aurai des obstacles en chemin. Quitter Douala, aller au nord, il y a des obstacles aussi en chemin. Parce qu'il faut essayer de briser ce qu'on va appeler l'obstacle psychologique dans le commerce international. Alors, pour le cas de la zone de libre-échange, juste que ce ne sont plus des villes, mais ce sont des pays. C'est vrai qu'on me dira que les réglementations ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est magique dans la zone de libre-échange, c'est qu'on est en train de vouloir, on harmonise les réglementations et on élimine les obstacles au commerce. Ça veut dire, pour le petit commerçant, il y a ce qu'on va appeler un marché, l'accès à de nouveaux marchés. Ça veut dire, si prioritairement j'étais à Douala et que je pouvais vendre mes vêtements, n'est-ce pas, au nord, comme je le dis tantôt, il y aura toujours des obstacles, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je peux aller vendre mes vêtements, on a dit, en Tunisie ou au Maroc, parce que les obstacles ont essayé quand même d'être enlevés.
Voilà un peu ce qu'on appelle la zone de libre-échange. Alors, l'accord préférentiel ici, ça réfère à quoi exactement? Alors, pour parler des accords préférentiels, on va introduire la notion de la règle d'origine. Ça, c'est clair. Et la règle d'origine, c'est quoi? La règle d'origine, ce sont les dispositions réglementaires que les pays membres de l'OMC vont mettre en place pour définir la nationalité économique d'un produit. Alors, il en existe deux types de règles d'origine. Les règles d'origine qui sont non préférentielles, ça c'est clair. Et la justification, c'est qu'elles vont permettre quand même de faire les statistiques, parce que si votre marchandise arrive à l'entrée d'un port, il faut avoir la nationalité quand même du produit. Ça permet de faire les statistiques du commerce, ça permet de faire les marquages, le made in, ça permet aussi de mettre en place les politiques commerciales. Comme quoi, par exemple... Alors, il y a quelqu'un qui disait ça très simplement, madame, c'est très bien ce que vous dites là, c'est pour qui disait simplement que quand vous êtes dans cet espace-là, oui, il faudrait qu'on s'assure que ce que vous vendez aux autres vient de vous. Oui, ne soyez pas une filiale, une représentation d'une multinationale, et cette multinationale passe par vous pour entrer dans le marché. Non, voilà. Pour dire que ça ne peut pas se faire. Voilà. Alors, pour le citoyen qui est en Galmandouka, vous avez demandé comment est-ce qu'il va comprendre une zone préférentielle. Il y a deux éléments que les pays décident d'être, c'est-à-dire de se préférer entre eux que les autres. Les règles d'origine de leurs produits, qui est déjà un bouclier pour les pays non participants à ce marché commun. Ils ne peuvent pas accéder parce que la règle d'origine déjà bloque leur accès sur le marché. Je ne dis pas leur participation, leur accès sur le marché, mais ça bloque comment? Ça bloque parce que pour qu'un produit soit éligible à un démantèlement tarifaire, c'est-à-dire à une réduction des droits de douane, ou bien à une élimination complète des droits de douane, il faudrait que ce produit ait des origines, un minimum d'origine de l'espace, la ZLECAf. C'est-à-dire, vous êtes un couturier au Cameroun, vous êtes, je peux dire, un tailleur, vous payez un tissu en Tunisie, vous payez les boutons du Kenya, vous payez les fils d'Afrique du Sud. Tous ces pays sont dans la zone de libre-échange continentale. Vous faites le montage de la bille au Cameroun. Vous voulez vendre au Nigeria dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, ça passe. Dès lors que ces produits que vous avez payés dans ces différents pays sont d'origine de ces pays. Où un de ces produits vient d'ailleurs, par exemple, les États-Unis ou bien... J'en viens. Non, l'origine de ces produits va... Tous ces produits que vous avez payés, il y aura des certificats d'origine qu'on va délivrer à chaque produit. Un peu comme Boeing. Boeing est fabriqué par au moins 16 pays, mais c'est un produit américain. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'un pays qui n'est pas dans le cadre de la ZLECAf peut participer? Il a une infime partie, il y a une petite fenêtre qui lui est donnée. Si par exemple, pour produire un téléphone 100%, il y a du cobalt qui entre dans le téléphone, par exemple, il y a le caoutchouc qui entre dans la fabrication de coques, et il y a, par exemple, je peux dire, le clavier. Le clavier peut venir hors de la zone de libre-échange continental africain, par exemple de la Chine, pour compléter le téléphone. Prévu que ça respecte le quota d'origine. C'est-à-dire le reste des produits d'assemblage du téléphone sort des pays de la zone de libre-échange. Par exemple, je peux dire que 80% du téléphone vient de la zone de libre-échange, 20% peut venir de l'extérieur. Ça passe. Parce qu'on ne veut pas se renfermer et exclure les autres du commerce. Tout à fait. Donc maintenant aussi, les tarifs qui sont les positions tarifaires, c'est-à-dire les produits qu'on accepte de commercer entre nous, entrent aussi dans la zone préférentielle. C'est-à-dire les pays préfèrent de dire, bon, nous allons, dans le cas de la ZLECAf, c'est 97% de tous les échanges sur le continent que les pays ont accepté. Le niveau d'ambition est très élevé. C'est du jamais vu. Ça qui fait peur. Pour la première, non, ça ne doit pas faire peur aux Africains. La production aujourd'hui, la participation de l'Afrique au niveau du commerce mondial est en pleine croissance. Dangote vient de commissionner et de lancer une usine de fabrication des engrais. On n'importera plus les engrais de l'Ukraine qui est en guerre. Alors, Blaise veut la parole. Oui, je voulais juste ajouter aussi, et c'est aussi un point qui fait problème, c'est qu'il y a une partie des services utilisés dans la fabrication de ces produits qui doit se faire sur le continent, dans un pays membre, dans un pays parti. Cela veut dire que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas prendre ces éléments des pays africains avec des certificats d'origine et aller produire en Chine
et revenir pour dire que non, il s'agit des produits qui viennent du Nord. C'est-à-dire, il y a, et c'est là le facteur de production qui est important. Ça veut dire que, je pense que, moi je suis un volontaire de la zone de libre-échange, surtout en ce qui concerne le marché unique africain. Parce qu'il y a une volonté politique qui peut-être précède la volonté technique. Tout à fait. Les chefs d'État ont vite dit oui, nous voulons. Oh oui. Ils ont signé les ratifications, nous voulons le faire. Maintenant, les questions que vous posez permettent d'entrer dans la technicité. Comment est-ce que ça se fait au quotidien? Je prends le cas peut-être des jeunes qui cultivent la tomate. La tomate qu'on voit davantage sur les rues de Yaoundé. On peut décider de partir de Yaoundé, je ne sais pas quelle localité, peut-être de Mbalmayo, avec une cargaison de tomates, et de conduire jusqu'au Gabon. Dans le cadre de la libre-échange, pourvu que la tomate est un produit qui figure dans le panier des produits pour lesquels les concessions ont été données avec des pourcentages exprimés. J'arrive au Gabon, cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'arriver au marché mondial, comment on appelle ça, à Bangminkop. Je n'ai pas besoin d'arriver à Bangminkop et de vendre un Gabonais. Non. Je peux traverser le Gabonais, arriver à la douane gabonaise, déclarer mon produit à l'aide des certificats qui ont été délivrés par les autorités camerounaises et me stationner aussi dans une ville ou bien dans un marché et vendre. Voilà ce qui ôte donc. Ça ôte ces conditions de protection qui fait naître la compétition et qui effraie donc la communauté économique. Puisqu'il faut le dire. Donc, je voulais juste ajouter cela pour dire que, en ce qui concerne les règles d'origine, vraiment, il a dit que c'est du jamais vu. On a passé du temps à regarder toutes les autres règles existantes dans les centaines de zones de libre-échange qui sont de par le monde. On a essayé d'alléger, mais aussi de contextualiser, pour faire en sorte que la zone de libre-échange participe au développement quotidien des pays qui sont dans ce partage. Avant vous, Madame Barga voulait intervenir avant vous, Charles. Oui, tout à l'heure, j'ai fait exprès de pouvoir faire la distinction entre les règles d'origine préférentielle et non préférentielle. Parce que quand vous allez, par exemple, à la Chambre de commerce délivre des certificats d'origine, mais ils ne sont pas des certificats préférentiels. Et ça crée parfois la confusion entre les opérateurs qui nous disent alors la Chambre fait déjà des certificats, mais pourquoi aller à la douane? C'est pour ça que je voulais faire la différence en disant qu'il y a des certificats d'origine préférentielle et non préférentiels. Et ça, pour le cas de la ZLECAf, c'est les règles d'origine préférentielle. Et l'objectif, c'est franchement de permettre aux pays membres, n'est-ce pas, de vendre des produits originaires, n'est-ce pas, au sein de la zone. Mais dans le cas de la ZLECAf, il y a ce qu'on appelle les critères d'origine. Ça veut dire qu'il y a près de 4 critères, 2 critères avec des sous-critères. L'autre critère, c'est l'entièrement obtenu. Ça veut dire que si un produit, par exemple, du cru qui a été cultivé au Cameroun est produit, ça veut dire je peux l'exporter dans la ZLECAf sans... naturellement, il y a un certificat d'origine qui sera donné. Si peut-être un poulailler a été élevé, quelqu'un m'a dit si on prend les œufs à Paris et puis ça éclore au Cameroun, ça devient compliqué. En fait, c'est simple. Maintenant, ce qui fait problème, c'est dans la règle d'origine, la transformation substantielle. C'est là où on commence à avoir des problèmes. Ça veut dire que quand le produit déjà commence à être transformé, il y a problème. Parce que la transformation va impliquer des intrants et des matières qui peuvent être originaires des pays différents. Maintenant, pour le cas de la ZLECAf, en dehors des critères d'origine qui sont spécifiques aux produits, on a aussi les critères généraux, près de 14 critères généraux. Et tout à l'heure, il a essayé de dire, on peut prendre, si je vais faire peut-être, on va prendre quel produit simple là? Une chemise. Allez-y. Si je vais faire une chemise, je vais prendre le coton du Burkina Faso. Mais je peux prendre un deuxième coton de la Chine, parce que ça peut être un coton mélangé, n'est-ce pas? Je vais prendre les boutons en Tunisie. Je peux prendre de la filature à Paris. Alors, ce qui est magique, c'est que pour les règles générales, on a ce qu'on appelait le cumul d'origine. Ça veut dire que le cumul d'origine me permet, si je veux prendre la matière dans un pays membre de la ZLECAf, cette matière est reconnue comme étant une matière camerounaise. Voilà ce qui est bien. Maintenant, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le principe de roll-up, ou le principe d'absorption. Ça veut dire qu'on va quand même se dire... les pays africains n'ont pas toutes les matières premières. Il y a quand même des matières qu'on peut trouver seulement en Chine. Alors, le principe de roll-up va encourager l'importation des produits intermédiaires pour les personnes qui veulent produire des matières industrielles et les exporter au sein de la ZLECAf. Ça veut dire qu'on va quand même se dire, OK, alors il y a des matières qui seront autorisées, mais si vous prenez quand même matière en Chine,
et que finalement la matière de la Chine permet de produire quand même un véhicule qui sera exporté au sein de la ZLECAf, on peut quand même un peu tolérer. Ça veut dire ça sera absorbé, n'est-ce pas, dans l'origine de la ZLECAf. Donc il y a les choses comme ça qui sont encouragées. Il y a près de 14. Tout à l'heure, c'est qui citait ce qu'on appelle le principe de territorialité. Oui. Ça veut dire si on va aller produire, transformer hors du territoire, ça ne sera pas valide, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe de minimis. Ça veut dire si par exemple je viens faire emballer du riz au Cameroun, ça n'est pas reconnu comme originaire parce que l'opération qui a été mise en place, c'est pas une opération reconnue. On aura beaucoup de problèmes à ces niveaux. Voilà, tu vois, c'est un peu comme marketing. It's a very serious problem because we have a lot of economic operators who are only doing packaging. Monsieur Abon, ça ne peut pas passer. So I think what I want to say is that the process of sensitization, like Madame Barga is doing, is very important. It's capital. Ouais. It's very important because you have to make the clear distinctions about what is acceptable so that people don't think that it's a smoke screen. Désolé de vous interrompre. Mais... Il faut dire, Monsieur Abon, même si on importe, on emballe au Cameroun, ça ne pourra pas sortir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les critères d'origine, c'est des critères qui permettent quand même c'est-à-dire, première des choses, ça doit être transparent. Ça doit être transparent dans la mesure où il y a des gens qui ont été désignés. Donc la signature a été envoyée à Accra par les États partis pour dire dans notre territoire. Voici la liste de gens qui sont habilités à signer le certificat d'origine. Et même on est en train d'aller vers le certificat d'origine électronique. C'est-à-dire les données sont transférées entre les administrations. Tout à fait. Donc, il n'y a plus de manipulation de documents entre les mains de chargeurs. Donc, avec ça, il n'y a pas de transshipment. Ce serait extrêmement difficile. Je ne peux pas dire impossible, mais ce serait extrêmement difficile. C'est vrai, je pense que tout ce que nous avons dit est extrêmement bon pour la ZLECAf. La sécurité judiciaire ou bien juridique a été bien établie. C'est-à-dire, on a tout fait, l'engagement politique, mais comme Blaise a évoqué, et je voulais expliquer davantage. La question essentielle pour ce nouveau environnement économique a été abandonnée. C'est-à-dire, la ZLECAf, pour moi, c'est comme une femme et un homme qui se sont rencontrés. Ils ont eu un enfant avant de se marier. Mais cela n'exclut pas que l'enfant est hors du mariage, même s'ils se sont mariés après. Qu'est-ce que je voudrais dire pour le bon démarrage de ce système? On a réglé tous les problèmes sauf la question essentielle qui est la question technique, c'est-à-dire l'industrialisation qui devait permettre que les produits sont à 80% transformés sur le continent et peut-être on a 20% parce que dans la vie vous ne pouvez pas tout avoir. Vous avez évoqué Boeing. Boeing est considéré comme un produit américain parce que 80% de la production de Boeing est faite aux États-Unis avec un peu d'implication à l'extérieur. Pourquoi on parlait de... C'est comme Airbus en France ou bien Renault. C'est là où je viens sur le système d'assemblage que vous avez parlé. Aujourd'hui, nous avons les téléphones qui sont produits au Rwanda, c'est bien. Mais 80% est une production extérieure et 20% assemblage à l'intérieur. C'est la même chose avec le marché des voitures en Afrique du Sud. Excusez-moi. Les règles d'origine sont... Non, c'est pour vous dire... C'est pour vous dire... sont sectorielles. Non, oui, on n'a pas de règles d'origine plat. C'est-à-dire, on regarde le niveau d'industrialisation de l'Afrique sur un produit. Je suis d'accord. On analyse l'apport de l'Afrique comme l'automobile. Toujours un chevauchement. Et on regarde comment l'Afrique peut participer pour que ce soit éligible. Non, c'est-à-dire... Alors, laissez Madame Barga intervenir. Charles, laissez... Une seconde. Les gains économiques que nous avons déjà évalués, que ça va sortir au moins 100 millions des Africains hors du chômage d'ici 2030, les gains économiques que nous avons faits, les statistiques, et j'en félicite parce que vous en connaissez davantage que moi. Madame Barga, allez-y. Nous n'allons pas atteindre... Vous laissez Charles parler, il ne va pas vous laisser parler, madame. Allez-y. Les règles d'origine ont été... Les 100 millions d'emplois ne sont pas automatiques. Il y a des mesures complémentaires que les États partis doivent prendre. Tout à fait. Monsieur Tchad qui a dit quelque chose quand même.
on ne peut pas laisser passer ça. Il a dit, tout a été dit, sauf la question technique et celle de l'industrialisation du pays africain. Moi, je veux répondre à M. Tchal que, en fait, les accords commerciaux sont orientés vers les objectifs des pays. Effectivement. Et l'un des objectifs de la ZLECAf, c'est justement la transformation structurelle des économies. Ça veut dire l'industrialisation. Un élément important de la stratégie nationale de développement pour le Cameroun. Dans les objectifs de la ZLECAf. Et par ailleurs, la ZLECAf n'est pas un accord qui est négocié de manière individuelle. Il est accompagné par les autres, n'est-ce pas, programmes de développement parallèles qui sont partis de l'agenda 2060. Sauf que, lorsque vous regardez les données, l'argent que vous donnez dans l'investissement pour l'industrialisation, l'argent investi pour l'industrialisation est très peu. C'est ça le problème. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise idée, que ça n'existe pas. Oui, monsieur Tchal, les règles d'origine, quand elles sont mises en place, en fait, pour le cas de la ZLECAf, l'objectif est de pouvoir industrialiser le continent. Absolument. C'est pour ça qu'on va exiger un minimum quand même de transformation sur le continent. Alors vous ne pouvez pas dire techniquement qu'on a négligé la question d'investissement, puisque la règle d'origine en elle-même est en train de prioriser l'investissement. D'accord. Le lundi 17 juillet à Kribi, je reviens dessus, la cérémonie de réception de la cargaison de résine importée est donc présidée par le ministre du Commerce, président du Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, donc l'ambassadeur de Tunisie, son Excellence Karim Bécher, le directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melom, Auguste Mbappé Penda, directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun, Norbert Bellinga, chef secteur des douanes, suivi de 2 représentants, le DG des douanes. À cette occasion, le ministre du Commerce a souligné, je cite, qu'il s'agit en réalité que d'une confirmation. La confirmation du leadership de notre pays sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans ce qu'il convient d'appeler la vague déferlante de l'intégration et l'insertion des économies africaines dans les chaînes mondiales à travers la ZLECAf. Nous regardons le ministre Luc Magloire Bargatangana. La zone de libre-échange continentale africaine, le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Personne n'y croit. On se dit c'est encore un autre rêve. Puis les États signent, les États ratifient. On s'engage dans un processus. Les semaines passent, les mois passent. Rien ne semble se faire. Et là, nous y sommes. Les pays africains échangent entre eux sous ce régime de la mise en œuvre d'un marché unique africain, d'une zone de libre-échange continentale. Zone de libre-échange signifie la création d'un marché unique. Un marché de 1,3 milliard de consommateurs à la date de ce jour. Mais avec en projection, à l'horizon 2050, nous serons 2,5 milliards. Jamais au monde il n'aura existé un marché aussi vaste, aussi grand, où les gens peuvent produire, écouler, sans la moindre barrière, sans la moindre entrave. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est plus un symbole. Là, c'est véritablement une réalité, c'est l'émergence de l'Afrique, l'Afrique en marche telle que voulue par les pères des indépendances africaines, aujourd'hui réalisée par nos chefs d'État. Donc, nous sommes heureux que cette opération se fasse entre la République tunisienne et le Cameroun. Et je voudrais souligner que c'est peut-être l'une des toutes premières, parmi les 5 premières opérations de ce genre. C'est dire aussi le rôle pionnier, avant-gardiste que joue le Cameroun et tout naturellement nos frères de la République tunisienne. Le Cameroun s'est engouffré dans cette brèche visant à booster le commerce entre les Africains. Mais je pose une question, est-ce qu'on ne perd rien en termes de recettes fiscalo-douanières pour notre économie qui, ma foi, est fragile? On aura affaire à un marché, un espace qui va englober tout le monde, les puissants, les moins puissants, les plus petits. Est-ce que le Cameroun ne tient pas compte de cette affaire, le démantèlement tarifaire progressif? Est-ce que ça ne va pas nous créer notre souci? Monsieur le coordonnateur, ça a été pris en compte dans
votre démarche? Oui, merci M. Alegambele. Il faut dire d'emblée que le démantèlement des tarifs douaniers n'est que l'un des composants de ce que les chargeurs payent à la frontière. Il y a les taxes. On a l'habitude de dire droits et taxes. Il y a les droits de douane qui sont démantelés, mais les taxes restent. Et c'est une partie très importante de l'importation. Même si c'est 1% qui sort de notre... Les droits de douane que nous démantelons, nous ne devons pas voir ça comme une perte. Si nous voyons ça comme une perte, c'est dire que les États n'ont pas réfléchi avant de s'engager. De l'autre côté, nous démantelons les droits de douane. De l'autre côté, nous avons une croissance économique, le PIB interne. Parce que lever les droits de douane ouvre le marché à plusieurs choses. Si vous regardez l'accord portant zone de libre-échange continental africain, qui est un accord global, à l'intérieur, nous avons le protocole. Protocole sur le commerce de biens, protocole sur le commerce de services, protocole sur l'investissement. Ça veut dire quoi? C'est même une première, parce que même au niveau de l'OMC, nous n'avons pas aussi un panier rempli dans le cadre des accords commerciaux. Commerce électronique, les femmes même et les jeunes dans le commerce, propriété intellectuelle, la concurrence. Pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? C'est pour dire que nous allons ouvrir nos marchés, mais en même temps, nous attirons les investisseurs. Pour que les investisseurs viennent produire au niveau national. Maintenant, la production nationale génère les taxes internes, la fiscalité interne. Ça crée des emplois, ça augmente le PIB, ça ramène les devises à l'étranger. Si vous faites ce calcul, vous allez voir que le pourcentage qu'on perd au niveau des droits de douane n'est pas équivalent à ce qui est généré au niveau de la fiscalité interne, création de l'emploi, la répartition des richesses. Parce que lorsqu'on collecte les droits de douane, c'est canalisé. Mais lorsqu'on ouvre le marché, tout le monde qui y participe gagne. Notamment, aujourd'hui, il y a également une libéralisation du secteur du tourisme. Les gens qui viennent dans les hôtels vont manger un plat de manioc cultivé par une maman en Balmayo, je dis n'importe quoi. Donc la demande de son manioc va augmenter et pourra avoir accès au crédit au niveau de microfinance pour augmenter sa production en employant les jeunes au niveau de Balmayo qui ne viendront plus à Yaoundé pour faire la moto. Donc il y a beaucoup de bénéfices dans le démantèlement tarifaire. Je ne veux pas dire que le métier de la moto n'est pas bon, mais on a mieux que les jeunes peuvent faire que de faire la moto. Blaise. Oui, bon, en fait, juste avant Madame Barga, je voulais dire que c'est une compensation qu'il faut faire. Et je sais que au niveau même des administrations douanières, pas simplement au Cameroun, il y a des arguments qui tiennent à dire que non, il ne faut pas y aller vite parce que on va perdre de recettes. Mais moi, je dis que c'est du gagnant-gagnant. Dans la mesure où nous ne pouvons pas focaliser la construction d'une économie sur des recettes douanières. Donc, je m'amuse. C'est important pour des économies. Oui, c'est important. Faible. Non. En fait, l'expression faible, peut-être n'a pas sa place. Parce que ce n'est pas comme si la consommation est basse. Non. La consommation nationale n'est pas basse. Il a parlé du PIB. Ça, c'est la production intérieure nationale brute. Mais la consommation nationale reste élevée parce que vous importez pour consommer. Le Cameroun n'a pas un problème de consommation. Non. Le Cameroun a une économie qui consomme. Nous utilisons des biens et des services. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on a une forte dépendance sur la production extérieure. Ce qui fait basculer les balances des paiements. Tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir une structure, on commence à construire ou bien à fortifier des structures existantes qui permettent à ce que, lorsqu'on procède progressivement à la perte des recettes douanières, il y a des compensations qui se font, n'est-ce pas, en tandem. Ça veut dire que si l'État devait avoir les impôts qui émanent d'une augmentation de l'emploi, je peux vous dire que sur une très courte période, vous vous retrouvez avec le double de ce que vous recevez en recettes douanières. Et cela dépend aussi de la structuration qu'on peut donner à l'administration fiscale. Au lieu d'augmenter les impôts sur des contributeurs existants, il est plus important d'élargir l'assiette pour que plus de personnes contribuent
à la manne nationale qui permet à l'État de fonctionner. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir de crainte. Je suis confiant là-dessus. En fait, moi, c'est exactement ce que je veux dire. Alors, prenons le cas, vous allez me dire que nous ne sommes pas encore à leur niveau, des pays développés où les droits de douane aujourd'hui sont pratiquement à zéro. Alors, vous allez me dire que ces pays font comment? Nous avons les pays... Nous avons aussi les pays de l'Afrique de l'Est qui ont franchement des lignes tarifaires où franchement... Entre la Tanzanie et le Kenya. Alors on ne peut pas construire, comme on l'a dit, l'économie sur des recettes douanières. Mais en fait, l'ouverture des échanges va favoriser quand même beaucoup de création de richesses. Et puis de l'autre côté, ce qui va être créé sera supérieur aux effets négatifs. Par ailleurs, je crois que les États quand même ont pensé à ça. Et il y a un fonds de compensation qui est mis en place, n'est-ce pas, avec Afreximbank, pour essayer de compenser, n'est-ce pas, les pertes de recettes qui seront faites au niveau... des pays. Je crois que ça a été pensé. Alors, je voudrais, parce qu'on va vers la fin, je voudrais qu'on revienne. On avance, Charles. Charles, on avance. Je voudrais qu'on revienne sur une question qui a été évoquée tout à l'heure, l'industrialisation des PME. La faible industrialisation des PME camerounaises. Parce que l'objectif, vous l'avez dit, c'est parvenir à la transformation structurelle de notre économie. Et qui parle de transformation structurelle, c'est les PME. Alors, ce marché commun qui s'ouvre à nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la PME camerounaise s'intègre dans le marché et que cette PME puisse s'épanouir, participer donc de manière effective à la transformation structurelle de notre économie? Okay. Je vais essayer de répondre à ça. Et je crois qu'on a déjà eu une partie des réponses à travers déjà la mise en place des règles d'origine qui ont été définies de manière à ce que... Alors la PME, aujourd'hui, ou alors les petites industries, ont l'avantage à importer des matières premières, n'est-ce pas, sous un régime préférentiel. Ça veut dire avec des prix très bas. Si les droits de douane sont annulés, ça suppose que, je vais importer non seulement une grande variété de matières premières, mais de deux, ces matières premières peuvent être importées à un tarif préférentiel, ça veut dire à des prix très bas. Ça participe quand même, n'est-ce pas, à l'industrialisation. Ça veut dire que ça participe à pouvoir produire des produits finaux qui vont coûter moins cher, qui seront compétitifs sur le plan du prix. Aussi, les PME vont s'intégrer sur les chaînes de valeur régionales. Et cette intégration, imaginez-vous, tout à l'heure, il a aussi dit quelque chose que, est-ce que la qualité, on n'a pas peur qu'on ne peut pas offrir la qualité des Parce qu'on n'est pas assez compétitif. Est-ce qu'on est prêt pour offrir les produits au standard de qualité? Moi, je vais dire non. Il ne faut pas penser à ça. Sinon, le discours qu'on tient, ça peut décourager ces PME-là qui vont se dire, nous n'avons pas des moyens pour offrir des produits de qualité. Au fur et à mesure qu'on va faire le commerce, les relations commerciales vont améliorer la qualité de nos produits. Parce que le partenaire va exiger, et au fur et à mesure, n'est-ce pas, la qualité va s'améliorer. On va s'adapter à ça. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Je pense que le gouvernement avait pensé avant le temps en créant la direction de la mise à niveau des entreprises qui doit de temps en temps regarder la capacité de nos entreprises, petites et moyennes entreprises et surtout les start-up, d'exister avec le temps. Parce qu'il ne faut pas avoir les sociétés qui vont exister le matin et le soir, ils ne sont plus là. Donc de temps en temps, cette structure regarde ce qui est en train d'être fait dans ce niveau. Deuxième, je pense qu'il y a un an qui regarde les standards, les valeurs, et assure la qualité de nos produits dans les marchés, et surtout pour les industries ou bien les sociétés qui sont presque familiales, parce que c'est pas une fatalité. Lorsque vous regardez l'économie italienne, 90% des entreprises en Italie sont des sociétés familiales. Je l'ai déjà dit. Autre chose qu'il faut faire pour nos entreprises pendant ce marché, c'est de les fortifier avec les moyens techniques. Et quand je dis les moyens techniques, c'est pas qu'ils ne produisent pas les produits de qualité. C'est pas ce que j'ai dit au début. C'est le problème que maintenant, c'est pas simplement au Cameroun qu'on consomme. Mais quand je dis qu'il faut donner plus les moyens à ces entreprises, je pense par exemple aux routes, que quand les gens produisent les produits qui sont consommables, périssables, il faut que ça arrive au marché rapidement. Je sais qu'il y a les efforts. Je terminerai pour dire quelque chose sur les avantages de la ZLECAf. Je prends simplement deux volets. Un, le volet politique. Le gain n'est pas simplement économique.
faut pas qu'on regarde simplement la recette économique. Le gain politique, lorsque les Africains commencent entre business, eux... hein? Oui, business je suis d'accord, j'arrive. Le gain politique, on va Je regarde que vous voyez le gain politique, à quel niveau ça va nous donner le gain économique. Lorsque les Africains vont extrêmement faire le commerce entre eux, comme l'Union européenne fait maintenant, ou bien en Amérique latine, vous constaterez que les questions de guerre sur les frontières vont disparaître et cela va produire une zone pacifique où les gens peuvent faire les vraies affaires maintenant avec le vrai agent. D'accord. Oui, j'ai une proposition. J'ai une proposition en ce qui concerne la capacité des PME. Et c'est une proposition qui peut intéresser les pouvoirs publics, dans le sens où on ne va pas laisser chaque PME engager une action visant à concurrencer avec un marché nigérien ou tchadien. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir l'intégration verticale et horizontale. Dans un premier temps, je prends un exemple. Si j'ai une entreprise, une grande entreprise, une mastodonte comme Biopharma, qui produit, qui fait des produits cosmétiques, et l'État sait que dans les produits entrants de cette entreprise, on a peut-être des essences de fleurs ou des essences de plantes qui sont peut-être cultivées au Cameroun. J'encourage Biopharma à travers des flexibilités fiscales à engager des PME, à reprendre des participations dans les capitaux des PME qui peuvent produire. C'est-à-dire, il y a une action, le matchmaking ne se fait pas simplement à l'extérieur. Parce que les politiques de matchmaking aujourd'hui, c'est que les chams font ça. Le coordonnateur, ils font ça. Ils regardent un peu en Afrique du Sud pour voir. Il y a ce produit qui vient de l'Afrique du Sud, il y a ce besoin au Cameroun. Est-ce qu'on peut créer le lien? Non. On peut aussi s'assurer que, au lieu d'avoir 1000 PME qui produisent le poivre de Penja et qui ont de la peine à exporter, on les encourage à avoir des coopératives, des clusters, and this helps them. Ça les aide à franchir les difficultés liées, par exemple, aux chaînes d'approvisionnement, aux chaînes de valeur. Donc, c'est un travail qui se fait et les États ont le droit de faire ça. Dans le cadre de l'intégration des marchés uniques, il y a un certain nombre de politiques ou bien de pratiques qui sont bannies. Des pratiques qui visent à soutenir dans une logique mercantiliste nos sociétés, à concurrencer. Non. Mais il y a d'autres pratiques, comme les subventions ne sont pas acceptées. Mais il y a d'autres pratiques qui ne posent aucun problème. Cela veut dire que l'État peut accompagner la mise en fusion, bien pas une fusion, mais la mise en commun des intérêts pour que on puisse accroître le niveau de production. Je donne juste avant de fermer. Vous savez que dans l'espace européen, il est interdit, dans le cadre de la concurrence entre les compagnies aériennes, il est interdit de subventionner une compagnie aérienne, il est interdit même de faciliter l'action d'une compagnie parce que ça pose un problème de concurrence. Mais qu'est-ce que les Britanniques ont fait lorsqu'ils étaient confrontés au problème de British Airways qui ne faisait que chuter? Ils ont décidé d'aller à l'aéroport de Heathrow et de construire un terminal, un nouveau terminal. Ils appellent ça le Queen's Terminal. Monsieur Cham, qui est tout le temps à Londres, est un habitué de ces terminals. Ils ont fait un terminal state of the art, avec une technologie, une très haute technologie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, OK, on va permettre à British Airways d'opérer à partir de ce terminal. Et on faisait tellement pas la publicité de British Airways, mais de ce terminal. Mais pour voyager par ce terminal, il fallait prendre British Airways. Donc, ils n'ont pas enfreint. Il y a eu même un grand débat sur. Ils n'ont pas enfreint les règles de la compétition. D'accord. Il faut être intelligent. L'intelligence économique. Des compagnies, la compagnie nationale, de profiter, n'est-ce pas, de ces accessoires-là qui sont très importants. Monsieur Alegambele, il faut dire les bénéfices des accords préférentiels ne sont pas automatiques. C'est-à-dire, quand on ouvre le marché, on dit création de 100 millions d'emplois, ça ne viendra pas seul. Une fois qu'un État signe un accord et rentre, cet accord dégage les nouveaux engagements.
les nouvelles règles juridiques. Vous arrivez en interne, il faut faire ce qu'on appelle Regulatory Impact Assessment. Vous regardez les dispositions juridiques existantes en rapport avec ce que vous venez de signer. Vous regardez les institutions de mise en œuvre. Vous évaluez leur capacité à réaliser la mise en œuvre de cet accord. S'il y a un vide, vous le comblez. Au Cameroun, vous parlez de PME. Ailleurs au Nigeria, au Ghana, au Kenya, il y a les agences de promotion des exportations. On en a parlé aussi au Cameroun. Qui mènent... Nous n'avons pas une agence de promotion des exportations au Cameroun. C'est depuis 2000... Non, il peut avoir des soucis. Vous savez qu'on est dans les programmes avec les bailleurs de fonds. Tout à fait. Ou créer une nouvelle institution publique pose problème parce qu'ils vous demandent le financement. Oui. Vous faites une évaluation des acteurs existants. Vous renforcez la capacité de certaines structures pour qu'ils mènent cette mission. Parce que si des accords viennent et trouvent un vide au niveau du pays, alors c'est mort-né. Parce que personne n'a la responsabilité de l'implémenter. Quand ça arrive, par exemple, l'autorité de la concurrence, dans certains pays, on a l'Agence nationale de la concurrence qui mène des enquêtes lorsqu'il y a un secteur national qui subit le choc de la libération des échanges. On a une autorité, comme un conseil national de la concurrence. Mais ailleurs, par exemple au Zimbabwe ou en Afrique du Sud, on a ITAC, International Trade Administration Commission, qui a compétence pour gérer cette affaire. Que si ça n'existait pas en Afrique du Sud, le secteur du poulet, SAP, allaient mourir parce que quand ils ont ouvert le marché avec le Brésil, il y avait une importation, même dans le cas de la Goa. Donc, pour moi, ces bénéfices sont là sur le papier, mais on doit traduire dans la réalité. En étudiant notre environnement, les problèmes de PME, il faut avoir même une enveloppe de subvention aux petites et moyennes entreprises. Ailleurs, il y a une banque Exim. Il y a Exim Bank au Nigeria, au Ghana, pour financer le commerce international dans les pays. Parce qu'on peut avoir des PME qui produisent, mais ils n'ont pas la capacité d'exporter, de payer le transport, de payer le conteneur pour que ça arrive au marché extérieur. Maintenant, c'est Exim Bank qui interviennent pour dire, bon, nous pouvons avoir des statistiques sur vos produits que vous écoulez, il y a cette capacité. Qui est votre client? Maintenant, ils financent l'exportation et l'argent est payé à eux. Et ils prélèvent le montant et vous reversent le bénéfice. Donc, ce vide pose un problème aux PME et nous pensons qu'il faut mener une étude sur l'environnement institutionnel, l'architecture institutionnelle pour répondre favorablement à la mise en œuvre de la ZLECAf pour que les PME puissent trouver leur compte. Très rapidement parce qu'on est arrivé à la fin. D'accord. En fait, je veux quand même insister sur les opportunités pour les PME, parce que c'est intéressant. Alors, il va falloir, j'ai insisté sur la sensibilisation, vous l'avez compris dès le départ, et après sur le renforcement des capacités techniques. Mais la sensibilisation, elle va découler d'où? Il faut faire une cartographie déjà des opportunités. Ça, c'est clair. Parce que parfois, la PME qui nous regarde va se dire... Nous avons fait ça. Dans le cadre du sous-comité, il y a une cartographie des opportunités. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait, M. Cham. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, je pense que le problème... Je pense que laissez Madame Barga, c'est que cette information n'est pas à... Le public n'a pas accès à cette information. C'est-à-dire, c'est bureaucratique. C'est ça son problème. C'est bureaucratique. C'est-à-dire, vous avez ça dans votre bureau, ça reste là-bas, c'est bon. Le sous-comité a été mis en place en septembre l'année dernière. Nous n'avons même pas encore un an. Cordon, nous avons une seule dame sur le plateau. C'est quand même... Allez-y, madame. En fait, je disais, il faut faire de manière technique. Parce que généralement, quand on dit quelles sont les opportunités des ACK, c'est vite fait. Les barrières seront levées, on va exporter. Ça, c'est trop... c'est pas quand même... Il faut des analyses techniques. Générique. C'est générique. Sur les cartographies des opportunités. Et comment la méthodologie qui est proposée, généralement, c'est quoi? La première méthodologie, c'est sur au sein des protocoles. Parce que depuis que nous ne sommes là, on parle du protocole du commerce des marchandises, ce n'est pas les seules opportunités. C'est vrai qu'il y a 9 annexes au sein de ce protocole, mais mettez-vous à côté du protocole sur le commerce des marchandises, on a le protocole sur les investissements qui vont encourager les investissements intra-africains. Ça veut dire qu'il va pouvoir permettre à une PME, il a parlé de John Venture tout à l'heure, de créer une multinationale africaine peut-être au Ghana. Parce qu'il faut aussi relever ces aspects.
Alors, un protocole numérique. Il y a un protocole sur le numérique, il y a un protocole sur la propriété intellectuelle qui permet, c'est-à-dire il faut cartographier en se basant sur le contenu, les dispositions des différents protocoles. Et après, il faut aussi les cartographier en se basant, n'est-ce pas, sur les différents maillons de la chaîne des valeurs. C'est ce que moi je voulais dire. Merci madame, messieurs, merci. C'était un plaisir de vous écouter sur cette question qui nous interpelle, une question qui concerne le Cameroun. Nous nous sommes engagés dans cette voie. Il faut pouvoir tirer meilleur avantage de la zone de libre-échange continentale africaine qui se met en place. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Bonne suite de programmes sur la CRTV. Si plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.